Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie Le Serre et je suis la fondatrice du projet Un même souffle, un projet que j'ai construit en 2016, vraiment dans l'idée d'aider l'humain à retisser des liens conscients et sacrés avec la vie. C'est vraiment une idée qui me touche particulièrement parce que je suis persuadée au fond qu'on a souvent une mauvaise interprétation de ce que la vie veut réellement nous faire vivre et surtout quand on a vécu ou quand on vit des difficultés, on a souvent ces tendances à penser qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi je mérite ça, pourquoi la vie elle est en train d'agir contre moi. C'est des pensées que j'ai moi-même pu avoir sur mon parcours, sur mon chemin, et qui m'ont d'ailleurs conduit à étudier la neuroscience, à étudier le pouvoir de la gratitude, la psychologie humaine, les lois d'équilibre. Et j'ai vraiment compris par ces études à quel point finalement la vie, elle n'agissait jamais contre nous et à quel point il y avait un sens à tout ce que nous vivions sur cette terre et que le comprendre, le découvrir, ça nous permettait de toucher une vraie forme de bien-être et d'apaisement. Pour vous raconter un peu mon parcours, donc il faut savoir que j'étais une enfant qui n'était pas très à l'aise avec les humains. J'étais très timide, j'ai beaucoup de retours, de témoignages qui m'expliquent que j'étais une petite fille qui avait beaucoup de mal à dire bonjour, qui se laissait pas toucher, qui se cachait derrière ses cheveux déjà à l'époque. Et une petite fille aussi qui se réfugiait beaucoup auprès des animaux. Et ça, j'en ai de clairs souvenirs pour le coup. Euh, Pas tant auprès de la nature, parce que j'ai des personnes que j'ai pu accompagner qui me disent qu'elles se réfugiaient dans les forêts, dans les arbres. Ça a été plus tard pour moi, dans mon cas, j'ai conscientisé le lien à la nature comme une forme de soutien. Plus tard sur mon parcours, plutôt à l'adolescence. Par contre, enfant, les animaux étaient très 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 importants pour moi. C'était plus facile pour moi de communiquer avec eux qu'avec les humains. D'ailleurs, à l'âge de 3 ans, ça avait posé difficulté dans la classe de maternelle. Et la maîtresse en était rendue compte et avait suggéré vraiment à mes parents de m'inscrire à un cours de poney dans l'espoir que les chevaux soient un lien entre moi et les humains, en fait, et que les chevaux m'aident à communiquer avec les autres enfants de la classe. J'étais tellement timide, tellement réservée que c'était difficile pour moi à l'époque, et parfois ça peut l'être encore aujourd'hui. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai beaucoup de gratitude pour cette maîtresse, en fait, qui, je crois, par ce conseil, m'a vraiment beaucoup aidée à l'époque, et par-dessus tout, si je peux le dire comme ça, a signé en fait le début de mon lien avec les chevaux. Alors mon père et ma sœur étaient déjà en lien avec les chevaux, mais j'aime cette idée que mon lien a vraiment commencé avec eux sous une forme de soutien en fait. Ouais, ils m'ont vraiment soutenue dès le début de ma vie. En plus des chevaux, j'ai grandi avec un chien qui est décédé en 2009. C'était mon ami, mon confident, ma famille aussi. C'était mon soutien, c'était celui qui me comprenait le mieux dans ma perception. Et plus tard, en 2001, donc j'avais 6 ans, j'ai eu un poney qui est venu compléter ce chemin. Ce poney, il est toujours présent dans ma vie, il a 28 ans aujourd'hui, j'ai cette chance de l'avoir encore et d'avoir ce lien qui me relie encore à ma petite fille intérieure finalement. Et pour l'anecdote, à quelques mois près, on a le même âge. Ça me remplit d'émotions en fait de repenser à ce lien que je pouvais avoir en étant enfant. Je me répète, mais c'était vraiment ma sécurité en fait. C'était mon ancre, mes amis, mes confidents. Ils accueillaient mes rires, mes peurs, mes colères aussi, mes tristesses, mes rêves, mes ambitions. Là, je pense plutôt à mon poney quand je dis ça. Et, euh, et je reviens sur une autre maîtresse d'école qui disait mais elle ne parle que de ses poneys et de son chien. Elle parle que de ça dès qu'on l'interroge comment s'est passé ton week-end. Elle boucle sur tout ce qu'elle a pu faire avec son poney. Et c'est vrai qu'à l'époque je me rendais pas compte. Je me souviens d'avoir eu un mouvement de recul quand elle disait ça et de me dire oh ok je parle que de mon poney. Je ne m'en rendais pas compte en fait. C'était ce qui m'animait, ce qui me passionnait. C'était ma vie en fait. C'était ma vie. Et j'en parlais tout le temps. Après, bon, n'idéalisez pas non plus ma relation à mes animaux à l'époque. Alors, avec mon chien, c'était différent. J'avais un peu. C'était ma pluche vivante, je pense, à cette époque, et je le protégeais beaucoup. Et il me protégeait beaucoup, entre guillemets. Un tout petit chien, un shih tzu, donc rien d'un chien de garde, mais je sais pas, j'avais l'impression à l'époque d'être en sécurité quand je l'avais dans mes bras. Donc j'avais pas d'exigence envers lui, contrairement à mon poney.
J'étais une petite fille qui était, finalement très exigeante et qui avait beaucoup, beaucoup de colère à l'intérieur d'elle. D'ailleurs, je peux encore en avoir, bien évidemment, mais à l'époque, c'était vraiment très, très présent. Je me souviens avoir une forme de rigidité intérieure, même avec mes jouets. Il y avait vraiment quelque chose de tendu, de rigide, de colérique, en fait, et vous me voyez pas, mais je sentais dans les doigts, en fait, une certaine forme de tension, en fait, qui était là. Et je me souviens avoir été très, très dure avec, les poneys du club et avec mon propre poney aussi. Quand je montais encore en club, voilà, on m'a raconté l'anecdote qu'on devait me retirer la cravache parce que j'étais tellement prise par la volonté de gagner, que j'en oubliais le poney qui était juste en dessous de moi. Donc je suis pas forcément très fière de cette période, mais j'ai vraiment envie de vous le partager parce que je sais que je suis pas la seule et personnellement, ce qui m'a aidée, ça a été de donner du sens en fait à cette colère et de comprendre pourquoi j'étais en colère à l'époque et ça m'a aidé en fait d'être vraiment bienveillante et pleine de gratitude envers cette petite fille que j'ai été et aussi de voir en fait tout ce que cette colère a permis en fait dans ma vie d'adulte parce que finalement cette petite fille qui était très colérique aujourd'hui m'aide à mettre une valeur haute autour de la bienveillance, de l'écoute et de la patience et bien évidemment parfois ça m'arrive de d'oublier ces principes, notamment quand j'ai peur en fait. Quand j'ai peur, je peux facilement me mettre en colère, de voir qu'aujourd'hui j'ai une valeur haute autour de la bienveillance, de l'écoute, de la patience, que je peux aussi utiliser ces qualités, au travers de mes accompagnements aujourd'hui, eh bien ça me permet de ressentir beaucoup de gratitude pour cette petite fille qui a parfois été dure avec les animaux et qui aujourd'hui, nourrit une valeur importante à ses yeux. On a eu, plusieurs difficultés, voire douloureuses, comme disait ma mère, à partir de 2004, donc à partir de mes 9 ans à peu près. Je vais pas rentrer forcément dans les détails, mais ces difficultés ont parfois concerné ma famille, mais ce que j'en retiens, c'est surtout les difficultés qu'ont concerné mes animaux. J'ai failli perdre mon poney en 2004 qui avait une pneumonie. On a aussi eu une jument qui a été, accidentée. On n'a jamais compris comment elle avait fait. Et ça m'a choquée aussi en tant que petite fille d'apprendre en fait que finalement, bah, soit mon poney pouvait mourir à tout instant ou qu'on pouvait retrouver un cheval blessé. La jument s'en est sortie, mais dans ma tête, c'était elle aurait pu mourir en fait, c'est ça que je retenais. Et on a aussi perdu une jument dans des conditions très très difficiles. Et donc là, ce jour-là, j'ai appris la mort et qu'elle pouvait être longue et douloureuse. Et en 2009, j'ai perdu mon chien qui est décédé d'une tumeur. En fait, cet enchaînement de maladies, d'accidents, de morts, de décès m'a vraiment poussée en fait à choisir la dépression. J'avais vraiment à cette époque l'impression de subir ma vie et quand je dis choisir la dépression, enfin, je prends vraiment ce mot en conscience, choisir. C'est vraiment une décision que j'ai prise. Je me revois, donc c'était juste après le décès de mon chien, je suis dans la cour de l'école, peut-être 2 jours après la mort de mon chien. C'était le moment de retourner à l'école et je sentais une telle tristesse que ce jour-là, j'ai pris la décision en fait de ne plus rire. Je voulais plus rire. Rire pour moi, c'était célébrer la vie, c'était oublier les soucis et je voulais plus ça en fait. Je voulais plus ça. Et ce jour-là, j'ai vraiment décidé que la tristesse et la dépression seraient finalement mon armure qui me protégerait des futurs décès et accidents en fait. J'étais finalement dans cette idée que si j'avais déjà mal, en fait, mais peut-être que je ne pourrais plus avoir mal en fait. J'ai mis du temps à comprendre en fait pourquoi j'avais réagi ainsi. Au début, ça me semblait tordu. Je me disais, mais comment veux-tu te protéger par la dépression? Enfin, je comprenais pas. Et aujourd'hui, en fait, je comprends que tous ces événements qui ont pu avoir lieu étaient particulièrement douloureux pour moi parce que ils s'attaquaient en fait aux fondations du monde que j'avais créé. Sans les animaux, j'avais la sensation de ne plus rien être du tout, que je mourrais avec eux en fait. Et un peu à l'image de l'enfant qui perd son doudou, et Eckhart Tolle en parle très très bien. Il hurle parce que son lien de sécurité, son lien d'attachement au monde n'existe plus en fait quand il perd son doudou. Et bien moi en fait c'était la même chose avec les animaux. Les animaux pour moi représentaient la sécurité, la bienveillance, le soutien. C'était la sécurité de mon monde et quand ils tombaient malades ou mouraient, mon monde s'effondrait en fait. Donc avant de comprendre tout ça, j'ai été très très en colère pendant des années envers cette décision que j'ai prise cette année-là.
parce qu'elle m'a conduite en fait cette décision à de nombreuses difficultés. Ça a été un vrai cercle vicieux. Par exemple, à l'époque, j'ai commencé à souffrir de ma scolarité. J'étais terrorisée à l'idée de prendre la parole devant un groupe. Je détestais mon corps, mon visage. J'étais très très complexée par mon visage. Pour moi, la vie, c'était qu'une douleur. Il y avait rien d'agréable à vivre. Et j'ai eu pas mal d'ailleurs de pensées suicidaires. J'ai jamais fait de tentative, mais j'y ai fortement pensé. Tout cet état d'esprit, en fait, ce regard que je posais sur moi-même, bien évidemment, attirait des jugements, des moqueries de la part des autres élèves. J'étais aussi habitée et terrorisée par l'idée qu'il y ait un accident et que ce soit de ma faute. J'avais une peur terrible de la mort. Enfin bref, je vivais dans la peur H24 et finalement j'ai su plus tard, grâce à une psychologue, que ce stress permanent que je ressentais était finalement dû à un stress post-traumatique, à tous ces événements qui avaient pu se passer dans le passé qui n'avaient pas été digérés en fait. Ce cercle vicieux, il a duré plus de 4 ans, je crois. Ouais, 4 ans, je dirais. Et c'est durant l'été 2012, si je ne me trompe pas, qu'un événement est vraiment venu bouleverser et changer totalement ma vision du monde. Je me rappelle, j'étais en vacances d'été. Il y avait un soleil magnifique. J'entends encore le chant des oiseaux. Je me vois mettre mes chaussures, sortir avec impatience aussi pour retrouver mon cheval, mon nouveau cheval, parce que je venais tout juste d'avoir Oslo, je crois. En tout cas, c'était frais de quelques mois. Et je me vois marcher dans le chemin, rejoindre la piste. C'était l'espace où il pâturait la nuit. Il y avait l'accès à tout le haras. Et là, quand je le vois de loin, je comprends qu'il y a quelque chose de pas normal, en fait. Il y a quelque chose de pas normal qui se passe. Il y a mon père qui le tient en licol, ma famille qui est autour de lui. Je vois son ventre qui est rentré, comme s'il était très très douloureux. Enfin, le plus fort pour moi, c'est de voir ma mère avec son visage qui se décompose en me voyant arriver. Et là, je comprends tout de suite qu'il y a quelque chose de pas normal, en fait. Alors, je ressens à nouveau les larmes qui montent. Je commence à courir vers mon cheval, ma mère qui essaie de me retenir, qui essaie de m'expliquer. Je, je me vois la repousser, en fait, et dans cette douleur intense que je suis en train de vivre, et dans la douleur que vit mon cheval, il y a quelque chose qui me frappe, il a la tête basse, et quand j'arrive, il y a son oreille gauche qui se tourne vers moi. Alors je peux pas expliquer ce que je ressens à ce moment-là, mais j'ai l'impression de sentir en fait toute la beauté et la puissance de notre lien. Il vient de commencer, et je crois que c'est la première fois de ma vie que je sens l'intensité du lien qui nous relie en fait, et la justesse et la profondeur du lien qui nous relie. Donc je sens, à ce moment-là, je cours, j'ai les larmes aux yeux, enfin je pleure, je repousse ma mère, je vois cette oreille qui est là, et je sens en fait la profondeur du lien qui nous relie, et en même temps la peur tellement intense de le perdre en fait. Ouais, je ressens toute la douleur à l'idée que ce lien il puisse s'arrêter. Il faut savoir que de par mon vécu, à l'époque, dans mon monde à moi, quand un animal tombe malade, il meurt. Finalement, ça ne nous est pas arrivé beaucoup de fois de perdre un animal, mais j'ai associé, je ne sais pas pourquoi, quand un animal est malade, il va nécessairement mourir. Donc là, quand je vois mon cheval qui est malade, pour moi, dans ma tête, il est en train de mourir. Donc je me revois arriver toute proche de lui, avec beaucoup d'intensité, beaucoup de présence. Je me vois les larmes aux yeux, les larmes qui coulent sur mes joues, poser ma main sur son encolure. Et je le supplie en fait. Je le supplie de rester. Je le supplie de ne pas me laisser toute seule, de ne pas me laisser lui aussi. Et je sens à l'intérieur de moi que s'il part, j'y arriverai pas en fait. J'y arriverai pas, ce serait la confirmation en fait de tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai vécu, que la vie, c'est un supplice en fait. Le vétérinaire, il arrive quelques minutes plus tard et il nous explique que clairement c'est une colique et qu'il y a peu de chances qu'il s'en sorte sans opération.
tout est flou, hein, dans ma tête, tout se brouille, il y a trop d'informations, je suis choquée. Mais j'entends au loin mes parents discuter, je comprends que l'opération elle est trop chère, qu'ils choisiront pas cette option. Et dans mon regard d'adolescente, mais je comprends pas en fait qu'on puisse préférer les finances à la vie de mon cheval et je sens une colère et une impuissance tellement forte en fait. Et c'est, je pense, le plus douloureux en fait dans, dans ce type d'événement, c'est l'impuissance qu'on ressent en fait. On se confronte à notre petit statut d'être humain et, et on peut rien faire en fait. On peut rien faire et moi je suis juste connectée à cette impuissance de l'adolescente qui n'a pas de revenus, qui peut pas sauver son cheval et, et à qui la vie impose cet événement. Dans cette impuissance, je finis par comprendre qu'il y a quand même une autre option. Le vétérinaire nous propose de le faire marcher. Potentiellement, si ça marche pas, il faudra le mettre dans un camion et le faire rouler. Potentiellement, ça peut relancer le transit. Parfois, ça marche. Il y a des chevaux qui arrivent en clinique et qui n'ont même pas besoin d'être opérés parce que le transport a suffi. Donc, il y a une petite lueur d'espoir qui est là. Je vais donc le faire marcher pendant 4 heures. Ces 4 heures ont été particulièrement difficiles parce que potentiellement, ce sont les dernières heures que je passe avec Oslo. Et je dois le forcer à marcher. Qui dit forcer à marcher dit le brusquer, je tirais sur la tête, sur le licol pour qu'il avance alors qu'il veut plus avancer. Potentiellement parfois même le cravacher pour qu'il avance parce que c'est la seule chance qu'il a pour survivre. Et potentiellement, ça va être les dernières images qu'il va avoir de moi dans son esprit. Donc ça a été hyper douloureux pour moi. 4 heures, ça laisse aussi beaucoup de temps pour faire défiler notre vie. Donc j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux et forcément, durant ces 4 heures, je repense à cette décision que j'ai prise dans la cour de l'école. Cette décision de voir la vie en noir, d'avoir peur de tout, de ne plus avoir d'espoir, de me protéger en souffrant quotidiennement. Et c'est ce dernier point que je vais retenir le plus en fait. Je vois que ça marche pas. Et que là, face à la maladie, face à un potentiel départ, je souffre encore plus qu'avant, c'est encore plus douloureux qu'avant. Donc toute cette anesthésie que j'ai mis en place, tout ce choix d'être en dépression, ça ne fonctionne pas. Et je me rends compte aussi d'une chose durant ces 4 heures, c'est que à l'époque, j'étais en phobie sociale, donc c'était difficile pour moi même d'aller acheter une baguette de pain dans une boulangerie, acheter un vermifuge chez un vétérinaire, enfin bref. Et là, je me rends compte en fait que s'il fallait acheter, comme j'aime bien dire, 1000 baguettes de pain dans 1000 boulangeries différentes, je l'aurais fait en fait. Et il y a comme un conflit cognitif qui se met en place dans ma tête où je me dis, mais attends, la peur qui m'empêchait de le faire jusqu'à présent, est-ce qu'elle existait vraiment? Si je suis capable aujourd'hui de trouver les ressources pour le faire, est-ce que ce que je me suis construit avant existait vraiment? C'était un vrai choc pour moi ce jour-là parce que je découvrais une notion que je ne connaissais pas. Potentiellement, j'avais le choix de me créer un monde intérieur douloureux. Et donc, potentiellement, j'avais le choix de me créer un monde plus confortable. Et ça a été énorme pour moi. Ça a été énorme. Et à partir de cette prise de conscience, je ne saurais pas expliquer vraiment, à nouveau, mais je me suis vraiment sentie reliée à l'instant présent. C'est une notion que je connaissais, ma mère en avait déjà parlé, ma sœur aussi. Mais je ne l'avais jamais senti dans mon corps, en fait. Je sentais juste l'instant présent. Juste le son de nos pas sur la piste, sur le sable, le souffle de mon cheval, les mouvements de mon corps. Et là, j'ai compris que dans cet espace, la peur, elle n'existait plus. Comme je l'ai appris plus tard avec Eckhart Tolle, c'est quoi le problème maintenant? C'est quoi le problème maintenant? Il n'y en a pas. Donc j'ai vraiment senti, dans mon propre corps, pendant ces 4 heures de marche, et de douleur, de peur finalement, qu'il y avait un autre monde possible, que je pouvais me créer un monde où je me sentais bien. Et que le premier pas à poser, c'était de se rappeler l'instant présent. Je savais pas encore comment ça allait vraiment se dérouler. Mais je savais, à ce moment-là, que je pouvais voir la vie différemment. Et que pour la première fois, je me disais que cette colique, cet événement douloureux, n'était pas arrivé contre moi, comme je l'aurais pensé avant cette marche.
mais c'était arrivé pour que je change ma façon de voir la vie. Et ce jour-là, je me suis vraiment fait la promesse de non plus consacrer mon temps à me victimiser, à voir tout en noir et à me plaindre, mais à changer mon regard sur ce monde et à me mettre en quête d'un sens qui me correspondait vraiment. Je ne saurais jamais si ce que je vais raconter est vrai, mais j'aime me dire que si mon cheval n'est pas mort ce jour-là, c'est parce qu'il n'a pas eu besoin d'aller plus loin dans la souffrance pour m'amener cette prise de conscience. Je suis persuadée au fond que si j'avais résisté à son enseignement, que j'avais pas pris cette promesse, pris cette décision, il aurait été capable de mourir pour me faire grandir. Et ça me touche de le sentir à nouveau aujourd'hui.